Bertrand Fougère, je suis professeur de gériatrie au CHU de Tours et à la faculté de médecine de Tours depuis septembre 2018. Alors moi je suis de Cognac en Charente, j'ai fait mes études de médecine à Poitiers, tout mon externat. Et ensuite, à la fin de mon externat, je me suis posé la question de partir. Et puis en fait, je suis resté faire mon internat à Poitiers. J'ai un DES de médecine générale et un DESC, donc diplôme d'études spécialisées complémentaires en gériatrie. Après mon internat, je suis parti à Lille pour faire mon clinica et puis ma thèse de sciences, donc pendant 4 ans. Et après 4 ans dans le nord de la France, je suis descendu tout dans le sud, à Toulouse, pendant 4 ans, là pour le coup, pour travailler au Gérontopole de Toulouse, à écrire des publications et à travailler aussi dans les soins, avant de partir 2 années aux États-Unis, à Saint-Louis, dans le Missouri, au sud de Chicago, et d'arriver donc en septembre 2018 à Tours en tant que PUPH. Pour répondre à la question de comment on devient PUPH, pour être professeur des universités, donc c'est un cursus de sciences à part du cursus de médecine. Donc il faut un parcours de sciences, donc avec un Master 1, un Master 2, puis une thèse de sciences. Donc le Master 1, on peut le faire souvent pendant l'externat, le Master 2, des fois pendant l'externat, mais le plus souvent c'est soit pendant l'internat, soit pendant le clinica, parce que c'est quand même une année qu'on appelle une année de césure. Enfin, on arrête ses études pour faire son Master 2, puisqu'il y a à la fois les cours théoriques et puis le stage pendant 6 mois. Et ensuite la thèse de sciences, là pour le coup elle s'organise souvent en post-internat, puisqu'il faut quand même y consacrer aussi du temps, j'allais dire entre un mi-temps et un temps plein sur le travail de recherche, qui peut être un travail de recherche clinique, un travail de recherche fondamentale, un travail de recherche épidémiologique, dans tous les cas, de sciences humaines même. Dans tous les cas, c'est un travail de science, un travail d'université pour avoir une thèse d'université. À ce moment-là, donc, on a une thèse d'université et pour être PUPH, il faut ensuite avoir une habilitation à diriger des travaux de recherche. Et l'habilitation à diriger les travaux de recherche, c'est votre parcours de recherche et d'encadrement. Donc il faut à la fois justement avoir publié, donc des publications sur sa thématique de recherche, de travail, et puis aussi avoir des encadrements, pouvoir encadrer des Master 1, encadrer des Master 2, et puis faire des enseignements. Et à ce moment-là, on fait son habilitation à diriger des travaux de recherche, qui est une présentation sur moi, ma vie, mon œuvre. Et une fois qu'on a ça, donc on a tous les diplômes, entre guillemets, pour postuler à un poste de PUPH. Et donc on doit passer devant le CNU, le Conseil national universitaire par spécialité, avec son épreuve de titre, donc l'ensemble de ses travaux de recherche, son épreuve d'enseignement, donc tout ce qu'on a fait en enseignement, et son épreuve de soins, tout ce qu'on fait dans le soin. Et là, le CNU donne son avis favorable ou défavorable, mais en tout cas on espère favorable, à être PUPH, et ensuite on est nommé par le président de la République comme professeur des universités, praticien hospitalier, rattaché à la fois à un hôpital pour la partie praticien hospitalier et professeur des universités rattaché à une faculté de médecine, donc à une université. Mon conseil pour... c'est difficile, on peut pas se dire c'est difficile de se dire quand on est externe, je vais être prof. Hein. On n'y pense pas, et moi le premier, et même quand on est interne. Je pense que ce qu'il faut, c'est pas se fermer de porte. C'est-à-dire que si vous avez l'occasion de faire un Master 1, si vous avez l'occasion de faire un Master 2, faites-le, ça ne sera jamais perdu. Parce que si vous vient l'idée à un moment de potentiellement partir sur un cursus universitaire, eh ben, vous aurez déjà une partie des diplômes, parce que quand on est interne ou quand on est après chef de clinique, repartir sur un Master 1, et puis sur un Master 2, et puis sur la thèse, etc. etc. Enfin, ça demande une énergie quand on commence à finir ses études et qu'on en a un peu ras-le-bol, hein, faut être réaliste, hein, on a quand même des études qui sont longues de médecine. Ça met du temps supplémentaire, quoi. Un parcours de PUPH, pour être PUPH, entre le moment où on commence ses études de médecine et le moment où on est nommé PUPH, si on va assez vite, c'est à peu près 20 ans, quoi. Alors, nous, en gériatrie, donc c'est une prise en charge pluridisciplinaire. C'est toute la chance de la gériatrie, c'est qu'en fait, on balaye l'ensemble des spécialités, spécifiquement chez la personne âgée. Alors, même, je vais dire spécifiquement chez la personne âgée, mais spécifiquement dans le vieillissement. Parce que c'est ça que je veux rappeler dans la gériatrie. La gériatrie, c'est la spécialité de la personne âgée, mais c'est surtout la spécialité du vieillissement. Et donc, on travaille, et de plus en plus, on travaille sur des personnes plus jeunes, dans la prévention,
parce que forcément, pour être un bon vieux, il faut d'abord avoir été un bon jeune, donc on travaille beaucoup sur cette thématique de prévention et sur cette thématique de vieillissement. Sur ce qui est les FST, alors toutes les FST sont ouvertes, ça c'est légal au niveau des universités, toutes les FST sont ouvertes à toutes les spécialités. C'est au coordonnateur de chaque FST de savoir s'il va prendre tel ou tel étudiant. Maintenant, on a des FST, c'est sûr, qui sont plus spécifiques, j'allais dire, dans la prise en charge du patient âgé. C'est sûr que la FST de soins palliatifs, la FST qui peut être orientée vers de la nutrition, la FST vers de l'oncologie, tout ça, c'est des FST qui sont plus spécifiques et qui permettent aussi d'avoir des spécificités assez fortes là-dedans, dans notre spécialité. Après, il y a tous les diplômes universitaires, les DU ou les DIU, les diplômes interuniversitaires, et ça, vous pouvez balayer très large. Il y a quelque chose qui se développe beaucoup en gériatrie, c'est tout ce qui est gérontotechnologie, toutes les technologies de santé. Et donc, on a, nous, dans l'équipe, des médecins qui sont formés en gérontotechnologie, qui sont formés en intelligence artificielle en santé, pour essayer de prendre ce virage des technologies adaptées au grand âge, d'être prédicteur de chute, d'être prédicteur des troubles cognitifs, etc., grâce à la technologie et grâce à l'intelligence artificielle. Alors Tours est une belle ville déjà. Tours a cette chance, on a à la fois le côté où il y a toute la formation et tout, ça balaye toute la formation, et au niveau gériatrique, nous, toute la filière gériatrique, tout en étant aussi à échelle humaine, et donc avec une relation à la fois avec les internes, avec les externes, qui est plus de proximité, qui est quand même plus partagée que si on était dans des plus grandes villes. À côté de ça aussi, il faut rappeler la partie géographique de la ville de Tours. On est à proximité de Paris, ce qui permet aussi d'avoir aussi l'accès à d'autres formations, d'autres choses assez rapidement. On a une région qui est assez dynamique au niveau, au niveau gériatrique, et on discute pas mal avec d'autres centres hospitaliers pour pouvoir travailler ensemble, et on a une vraie dynamique régionale de la gériatrie. Donc Tours est en tout cas en plein essor aussi sur notre spécialité du vieillissement. Alors initialement, là, donc, la gériatrie, c'est une spécialité qui a une vingtaine d'années, qui pour le coup, c'est la spécialité initialement de la personne âgée et de la spécificité de la personne âgée, et comme je vous ai dit précédemment, on se développe de plus en plus vers toute la dynamique du vieillissement, parce que justement on sait que pour être une personne âgée en santé, il faut aussi prendre en charge sa santé dès son plus jeune âge, et donc on travaille beaucoup sur le vieillissement, et le vieillissement, on est tous concernés, alors on est tous le vieux de quelqu'un, mais ça n'empêche qu'on travaille sur toute cette dynamique. Dans les soins, c'est que ça reste quand même la prise en charge de la personne âgée de plus de 75 ans, avec ses spécificités. Alors ce qui est très intéressant, c'est que quand vous avez une personne âgée qui vient pour une décompensation cardiaque, elle a aussi une insuffisance rénale, elle a aussi l'ensemble de son environnement à traiter, etc. Et donc, intellectuellement, c'est encore plus stimulant de prendre en charge ce patient que, j'allais dire, s'il ne venait que pour sa décompensation cardiaque. On a toute une démarche médico-psychosociale à prendre en compte quand on prend en charge une personne âgée, et ce qui est intéressant dans notre spécialité. Il faut être empathique, mais ça je pense que c'est pour être soignant, il faut être empathique de toute façon, mais il faut être capable d'écouter, et puis surtout il y a une qualité, mais qui est aussi quelque chose qui à mon avis est recherché chez les gériatres et chez les futurs gériatres, c'est aimer le travail en équipe. Vous allez soigner quelqu'un, mais comme je vous ai dit précédemment, vous allez aussi avoir tout l'environnement, et savoir, c'est important de traiter l'infection pulmonaire de la personne âgée en lui mettant son antibiothérapie, en vérifiant son bilan sanguin, etc., voir s'il n'y a plus de fièvre, ça c'est votre rôle de médecin. Mais si maintenant la personne âgée, quand elle est hospitalisée, et qu'après son hospitalisation, elle peut plus se lever du lit pour aller aux toilettes, vous ne pouvez pas la faire sortir chez elle. Et donc ce travail en équipe, c'est aussi de savoir, est-ce que l'aide-soignant, elle sait si la personne elle arrive à faire sa toilette toute seule? Est-ce qu'elle arrive à se lever toute seule? Est-ce que l'infirmière, elle voit qu'il est capable de faire ses soins tout seul, etc., etc. Et donc il y a toute cette démarche d'équipe. L'assistante sociale aussi a un rôle important. Le domicile, puisqu'on fait vraiment le lien avec les médecins traitants. Donc il y a vraiment, c'est vraiment des échanges pluridisciplinaires
avec l'ensemble des soignants. Et donc, je crois que pour être un bon gériatre, il faut aimer travailler en équipe, quel que soit l'endroit où on travaille, parce que là, je vous fais un focus un peu hospitalier, mais il y a de la gériatrie aussi en ville, mais il faut quand même avoir envie de travailler avec un environnement, avec une équipe. Les points négatifs, alors c'est pas qu'ils sont négatifs, mais on s'en rend bien compte, l'attractivité des métiers du grand âge, et quel que soit, il y a la gériatrie pour les médecins, mais je veux dire, même être une infirmière en gériatrie, être une aide-soignante en gériatrie, être un médecin coordonnateur dans un EHPAD, ben, ça fait pas rêver. Il y a peu d'étudiants quand même qui commencent médecine en disant je vais être gériatre. On devient gériatre quand on passe en gériatrie et qu'on se rend compte du contact avec les personnes âgées, qu'on se rend compte de la spécialité, justement ce que c'est, cette démarche médico-psychosociale. Mais ça n'empêche que le point négatif, c'est que pour l'instant, quand on dit je suis gériatre ou que je vais être gériatre, on a l'impression que c'est tout le monde qui meurt dans son lit. On a un vrai travail à faire sur l'image. Il faut qu'on essaye de rajeunir, de faire que cette spécialité elle soit dynamique et qu'on montre que non, en fait, les gens ils viennent, ils sont hospitalisés, mais ils ressortent chez eux, ils sortent en bonne santé, ils vont bien, et qu'en fait, on a vraiment une spécialité du vieillissement et une spécialité d'avenir. Les difficultés, c'est que c'est à la fois ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est qu'on travaille aussi avec un environnement. Alors, je vais faire le parallèle avec la pédiatrie, qui est l'autre extrême de la vie, mais quand vous travaillez en pédiatrie, vous travaillez aussi avec les parents. Quand vous soignez un enfant, et quand vous travaillez en gériatrie, vous travaillez avec les enfants. Parce que justement, la personne âgée, elle est aussi dans un environnement, alors soit avec des aidants à domicile, les aidants qui peuvent être des professionnels de santé, mais qui peuvent être et qui sont souvent le conjoint, les enfants, etc. Et donc, c'est vrai que la difficulté, elle est aussi dans cette coordination de l'ensemble de notre travail. Quand vous êtes, je redonne cet exemple de l'infection pulmonaire, mais si vous êtes hospitalisé pour une infection pulmonaire, quand vous allez mieux, vous allez sortir et rentrer chez vous, quoi. Une personne âgée, il va falloir se coordonner avec les aidants du domicile, avec la famille. Est-ce qu'il a bien ses clés pour rentrer? Est-ce que le médecin traitant est bien prévenu pour venir le voir dès le lendemain, etc. etc. On travaille à cet accompagnement comme le ferait un pédiatre avec les parents d'un enfant. Notre relation avec les patients, alors je vais quand même faire une petite anecdote sur ça, c'est que moi ce que j'adore, c'est quand on est d'astreinte les week-ends. Les week-ends, c'est des périodes qui sont souvent différentes dans un hôpital. C'est plus calme, les choses sont plus sereines. Et j'aime bien m'asseoir à ce moment-là sur le lit et écouter ce que les personnes âgées ont à me raconter de leur vie, quel travail ils ont fait, comment ils ont leurs enfants, etc. Ils ont toujours plein d'anecdotes à raconter, plein de choses à vivre. Et c'est très enrichissant d'un point de vue aussi personnel d'entendre toutes ces histoires de vie qui sont complètement différentes de ce que nous, maintenant, on peut vivre sur nos générations. Les familles ont un rôle extrêmement important, et à la fois dans la prise en charge des patients, dans leurs soins, à la fois un rôle qui peut être, qui est souvent d'ailleurs positif, mais qui peut être aussi délétère, puisque des fois, il ne faut pas oublier, là je vous ai fait tout à l'heure la comparaison avec la pédiatrie, mais ça peut être aussi une mauvaise comparaison, parce que les personnes âgées, ça reste des adultes consentants, et il ne faut pas les infantiliser. Ils ont leur droit de décision comme tout le monde, et des fois les familles peuvent être justement un peu bloquantes dans la prise en charge, mais le plus souvent ça reste quand même des grandes aides, les aidants, et donc il faut travailler dans la prise en charge des patients âgés, il faut travailler avec les familles dans cette démarche justement de gérer aussi l'environnement en plus des soins habituels qu'on doit leur faire dans le service. Énormément. Le mode de vie, alors il y a le mode de vie que vous avez eu avant. Si vous buvez une bouteille de whisky tous les jours et que vous mangez McDo matin, midi et soir, je suis désolé, mais vous arriverez dans le service à 87 ans, possiblement, mais possiblement pas en bonne santé. Donc le mode de vie pour bien vieillir, pour vieillir en santé même, on dit, il est extrêmement important, et il faut faire... Il y a des règles du bien vieillir, bien manger, avoir une activité sociale, bien dormir, bien se nourrir, avoir une activité cognitive. Tout ça, c'est des règles du vieillir en santé. Et donc le mode de vie
est très important. Après, quand le patient il est déjà âgé, pour le coup, ben, son mode de vie reste important parce que ça reste de la prévention. Et après, on sait que son environnement il est aussi important. C'est sûr que le poids socio-culturel est important puisque forcément, c'est pas pareil aussi de prendre en charge quelqu'un qui a des moyens financiers hein, que quelqu'un qui n'en a pas. Alors quand je dis ça, c'est pas dans le sens prise en charge des soins, mais forcément, les aides qu'il pourra bénéficier à domicile, c'est quand même pas la même chose. Et la démarche, justement, et d'où le rôle très très important de l'assistante sociale aussi dans nos services de gériatrie. Avec les autres praticiens et avec les autres professionnels de santé, au final, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment très pluridisciplinaire. Donc on a des staffs pluriquotidiens avec les infirmières, les aides-soignantes, les ASH, mais ça va aussi jusqu'à la personne qui s'occupe de l'hôtellerie, puisque ce qu'on voit beaucoup, c'est par exemple la dame qui va aller déposer le plateau avec le repas, et là, la personne âgée va lui dire oh, « j'ai mal au dos », etc. Alors que nous, quand on va rentrer dans la chambre, ben, il n'y aura plus aucun symptôme, parce qu'on ne sait jamais, si je dis au médecin que j'ai mal au dos, possiblement il va me garder 2 jours de plus, alors que si je le dis à l'hôtelière, ben là, elle va pas forcément, elle n'aura pas de conséquences, en tout cas sur ma durée d'hospitalisation. Donc c'est très très important de pouvoir échanger avec l'ensemble des professionnels qui travaillent autour de la personne âgée, et parce qu'ils ont tous leur pierre à apporter dans la prise en soin des patients. On a depuis maintenant plusieurs années, alors à Tours et puis j'allais dire un peu partout en France, en tout cas dans les gros centres, on a des équipes mobiles de gériatrie. Alors nous, on a une équipe mobile de gériatrie intra-hospitalière et une équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière. L'équipe mobile de gériatrie intra-hospitalière, elle se déplace dans tous les services de l'hôpital et elle vient aider les autres services de spécialité dans la prise en charge de la personne âgée qui serait dans leur lit, puisqu'on se rend bien compte quand même que, à part en pédiatrie, mais dans les autres services de l'hôpital, la majorité des personnes qui sont hospitalisées sont des personnes âgées, et donc aider aussi nos services de cardiologie, de rhumatologie, d'orthopédie, d'autres chirurgies et d'autres spécialités médicales à la prise en charge spécifique de la personne âgée, c'est important, et donc c'est le rôle de nos équipes mobiles. Et donc on a vraiment une relation très transversale avec l'ensemble des spécialités, et ça nous permet de se développer dans ce sens-là. Et d'ailleurs, on développe aussi, nous, des spécialités, puisqu'on a des gériatres qui sont maintenant cardio-gériatres, onco-gériatres, spécialisés en nutrition, spécialisés en endoc, etc., etc. Donc on a vraiment aussi, nous, des gériatres qui se spécialisent dans ce sens-là pour accompagner aussi les spécialités de façon un peu plus pointue et de pouvoir discuter de façon un peu plus pointue sur les patients. En extra-hospitalier, on a aussi une équipe mobile extra-hospitalière qui, là, pour le coup, va au plus près des EHPAD pour aider notamment la prise en charge dans les EHPAD et au plus près du domicile pour aider aussi les médecins traitants, les médecins généralistes au domicile des personnes, à la prise en charge des personnes âgées au domicile. Pour être oncogériatre, par exemple, il y a 2 trajets. Alors, il faut avoir le DES de gériatrie, donc, et ensuite, soit vous faites la FST d'oncologie, et là, vous pouvez carrément prescrire des chimiothérapies. Donc, vraiment, c'est là, vous êtes vraiment oncogériatre de façon poussée. Et soit vous pouvez faire le DIU d'oncogériatrie qui existe, et vous avez la spécialité d'oncogériatrie, donc vous pouvez travailler, donc vous avez des vraies connaissances sur l'ensemble des chimiothérapies, l'ensemble de la radiothérapie, etc. Par contre, vous n'avez pas le droit de prescription sur les chimiothérapies. Là, on a dans l'équipe, par exemple la cardiogériatrie, j'ai dans l'équipe un médecin qui, en fait, elle a fait un diplôme de cardiogériatrie, donc elle a des vraies compétences de cardiologie, et puis ensuite, là, maintenant, elle a fait un DU d'échocardio, donc elle fait de l'échocardio dans le service, avec un DES de gériatrie, et en fait, elle est en lien avec, elle est une demi-journée par semaine en cardiologie pour discuter avec les cardiologues des TAVI qui pourraient être posés chez les personnes âgées, etc. Enfin, il y a une vraie relation dans ce sens-là, quoi. Alors, le lien avec les EHPAD, il est important. Alors, il est important parce que les EHPAD font partie de la filière gériatrique. Donc, ce qu'on appelle la filière gériatrique, c'est que ça va des urgences justement jusqu'à l'EHPAD avec, entre les deux, un court séjour gériatrique, un soin de suite et rééducation. Il y a aussi les unités de soins longue durée qui font partie de cette filière gériatrique, les équipes mobiles, etc. Le lien avec les EHPAD, alors, il s'est beaucoup développé et il se développe encore plus là
pendant cette crise sanitaire Covid où on voit que les EHPAD ont été beaucoup touchés. Donc nous, ce lien, il est avec notre équipe mobile extra-hospitalière, on va au plus près des EHPAD. On a aussi développé des téléstaffs en visio avec l'ensemble des EHPAD du département et de la région sur lequel en fait on échange, on a des particularités, des thèmes abordés qui sont spécifiques à chaque staff, qui sont des staffs entre bimensuels et mensuels suivant la période. On leur envoie des recommandations, on participe à des échanges en télémédecine aussi, puisqu'on fait des consultations en télémédecine avec les EHPAD quand ils sont aussi en difficulté avec des patients qui ont plus de difficultés des fois à se déplacer. Donc ce lien avec les EHPAD, il est aussi très important. Alors, si c'était son âge numérique, il faut fermer l'ensemble des autres services de l'hôpital et puis faire que des lits de gériatrie, puisque en fait, c'est ce que je vous ai dit, les patients de plus de 75 ans qui sont hospitalisés dans l'hôpital, ça représente quand même une grosse partie. Donc non, c'est pas l'âge numérique, il ne faut pas dire que c'est l'âge numérique. Un patient qui a plus de 75 ans, qui est monopathologique, qui n'est pas en perte d'autonomie, il doit aller dans un service de spécialité pour la prise en charge de sa pathologie pour laquelle il vient. Le patient qui est plus de 75 ans, qui est aussi monopathologique avec un risque de perte d'autonomie, il doit aller dans le service de spécialité et on doit appeler l'équipe mobile de gériatrie pour avoir un avis justement sur sa prise en charge. Le patient qui doit venir en gériatrie, c'est le patient qui peut être polypathologique, en perte d'autonomie ou à risque de perte d'autonomie et avec un risque de décompensation majeure de l'ensemble de ces autres pathologies. Et là, à ce moment-là, c'est le patient qui serait le patient âgé complexe qui doit aller pour le coup dans les services de gériatrie pour la prise en charge autre que la monopathologie. C'est toute la richesse de la gériatrie. C'est que c'est très multiple. Vous allez faire de la cardiologie, de la pneumologie, mais aussi de la rhumato. Vous allez faire de l'endocrinologie, vous allez faire de tout. Pareil, pour vous donner une autre anecdote, moi j'ai choisi la gériatrie justement en fin de 6e année puisque j'avais fait tous mes stages et tous mes stages m'avaient plu. Et donc je me suis dit mince, qu'est-ce que je vais faire au final? Parce que je m'étais dit, est-ce que si je m'enferme dans un DES, je ne ferai plus les autres choses que j'avais aimées durant mes stages. Donc là, c'est poser la question justement entre le DES de médecine générale et puis la gériatrie. Et j'ai choisi la gériatrie parce que justement, je voulais avoir, j'allais dire, cette stimulation en plus de dire, il vient pour une pathologie, mais il a toutes les autres en plus. Et donc, je trouvais ça encore plus stimulant intellectuellement, entre guillemets, d'avoir cette polypathologie de la personne âgée. Et donc, il n'y a pas de profil patient spécifique qui arrive en gériatrie, mais c'est vraiment tout un panel et vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses quand vous faites gériatre. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une prise en charge médico-psychosociale. Donc la prise en charge, elle est vraiment globale de A à Z. Hein. Vraiment, c'est de dire quelle autonomie il avait avant de rentrer. Il faut qu'il retrouve l'autonomie antérieure à son hospitalisation quand il sort. Il faut qu'on s'assure qu'il puisse aller aux toilettes tout seul. Il faut qu'on s'assure qu'il puisse monter ses escaliers s'il monte ses escaliers. Il faut qu'on s'assure qu'il ait les clés pour rentrer quand on le met dans l'ambulance, parce qu'autrement, l'ambulance, elle fait demi-tour, elle l'emmène aux urgences. Et puis, il faut qu'on s'assure que sa prise en charge en santé, elle soit optimale, comme s'il était dans un service de spécialité. Et il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nos collègues des spécialités respectives si on est en difficulté dans la prise en charge cardiologique, dans la prise en charge rhumato, dans la prise en charge endoc. On n'a pas toutes les connaissances des fois, et puis nos collègues, pour le coup, des spécialités respectives, ont aussi tout ça et sont aussi d'un apport important pour la prise en charge des patients âgés. Avant, je fais une réponse assez globale avec tout qui est mélangé, mais il y a la recherche justement. N'importe quelle recherche à la même thérapeutique, on faisait une extrapolation entre la recherche chez l'adulte sain en se disant c'est pareil chez la personne âgée. Sauf qu'on sait que c'est pas vrai parce que justement, plein de paramètres physiopathologiques sont différents chez une personne âgée et donc il faut faire de la recherche spécifique chez la personne âgée. Et donc la recherche sur le vieillissement, la recherche chez la personne âgée explose et ont nettement explosé depuis déjà maintenant une grosse 10-15 dernières années.
Et donc, il y a beaucoup de recherches et beaucoup de thématiques recherche aussi larges que puisse avoir justement la prise en charge en soins. Alors nous, ici à Tours, on a développé plusieurs axes de recherche. On a un axe qui est justement un vieillissement en santé et la prévention. Donc là, on travaille sur des outils pour la communauté, donc pour des gens qui sont chez eux, qui sont même assez jeunes, puisqu'on travaille chez des gens qui ont entre 50 et 60 ans, hein, pour essayer que justement faire de la prévention et avoir des actions sur le repérage de possiblement est-ce qu'il commence à moins bien marcher, est-ce qu'il commence à moins bien manger, etc. Et en fait, dans l'éducation, pour que quand ça arrive, en tout cas, il soit aussi lanceur d'alerte. Donc ça, c'est notre premier axe, un axe très prévention et vieillissement en santé. On a un deuxième axe qui est tout ce qui est troubles cognitifs et prise en charge notamment des maladies neurodégénératives. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à faire, à la fois au niveau thérapeutique, puisqu'il y a beaucoup d'avancées récentes et il y aura beaucoup d'avancées dans les prochaines années, à la fois dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et dans d'autres maladies neurodégénératives. On a un troisième axe qui est pour le coup la dépendance. Donc là, c'est le travail avec les EHPAD, parce que quoi qu'on fasse, et tout le message que je viens de vous dire sur le vieillissement en santé, l'évolution démographique fera que on aura quoi qu'il arrive plus de personnes âgées dépendantes, puisque ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, on a à peu près une personne sur 4 qui a plus de 65 ans en France, et en 2050, ça sera une personne sur 3. Donc il y a un vrai travail à faire sur la dépendance. Ensuite, on a un quatrième axe qui est un axe méthodologique, puisqu'en fait, on se rend compte que les essais tels qu'on les mène, au niveau de la méthodologie, eh ben, c'est pas pareil de mener un essai chez des adultes sains que de mener un essai chez des adultes âgés. Et donc ça, pour l'instant, ça n'a pas été beaucoup réfléchi, et donc on a un vrai travail méthodologique. Et ensuite, on a un dernier axe, nous, qui est très fondamental, qui est sur de la biologie du vieillissement. Donc on travaille avec des fondamentalistes, donc à la pipette et avec des souris, regarder sur la biologie du vieillissement, parce qu'on sait très bien que pour comprendre des pathologies, pour comprendre des mécanismes, il faut justement les étudier au niveau fondamental avant de pouvoir les transposer au niveau clinique. Donc là, on a essayé d'avoir un panel d'axes de travail sur lequel il y a plusieurs médecins-chercheurs là, qui sont positionnés dans l'équipe au CHU, avec beaucoup pareil de collaboration, à la fois avec des épidémiologistes sur l'acte méthodo, à la fois avec des fondamentalistes sur l'axe justement de biologie du vieillissement, à la fois avec des neurologues, des psychiatres, etc. sur l'axe sur la maladie d'Alzheimer, et puis sur l'axe prévention avec justement toute la communauté, avec les médecins généralistes, avec ceux qui travaillent dans la prévention, la santé publique, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur la recherche et beaucoup de choses à réfléchir, et vous pouvez, comme pour les soins, être très large dans quelque chose que vous aimez. Ça commence par souvent un staff pluridisciplinaire le matin pour faire état de ce qui s'est passé pendant la nuit, aussi les perspectives pour le patient dans sa prise en charge. Et donc on passe les patients comme ça du service, un par un, de façon pluridisciplinaire. C'est souvent l'infirmière qui présente le patient et qui après, on en discute médicalement, mais avec l'assistante sociale, les aides-soignantes, etc., pour savoir justement comment on organise la suite de la prise en charge, quand est-ce qu'on organise sa sortie, est-ce qu'il a besoin d'une rééducation ou pas. Et ensuite, comme ça permet d'avancer sur la journée. Ensuite, on fait la visite dans le service, donc on prend en soin les patients. Ça, c'est donc le matin, l'heure du déjeuner, important, et le partage d'équipe du déjeuner, c'est aussi un moment important, parce que je reviens toujours sur la dynamique d'équipe qui est quand même très importante. Le début d'après-midi, c'est souvent la rencontre avec les familles, là pour le coup pour débriefer de la situation, d'envisager justement la suite, etc. Le milieu d'après-midi arrivent les nouvelles entrées dans le service des sorties du matin. Et donc là, elles arrivent en milieu d'après-midi, donc il faut voir les patients qui sont nouveaux et qui arrivent. Et puis ensuite, il y a toute la partie, j'allais dire, plus administrative, qui est quand vous organisez une sortie, il faut faire un courrier de sortie avec un courrier de liaison pour le médecin traitant, et donc il y a toute cette partie de courrier de liaison qui est à faire. Là, je vous parle de la journée hospitalisation, mais on a toute une activité de consultation. Donc là, on voit les patients en consultation comme dans n'importe quelle autre spécialité, en fonction de notre thématique de travail. Donc, comme je vous ai dit, en oncologie, en neuro, en cardio, etc. Donc on a cette activité de consultation, cette activité de télémédecine, et puis nous, on est au CHU,
Donc on a aussi toute une partie d'activité d'enseignement et qui n'est pas réservée aux universitaires. Nous, l'ensemble de l'équipe à Tours, participe aux enseignements, à la fois au lit du malade avec les étudiants en médecine, mais aussi de façon théorique, entre guillemets, en donnant des cours magistraux à la fois à la fac de médecine, mais aussi dans les écoles paramédicales et aussi des formations continues pour les professionnels de santé. Je lui dirais de ne pas hésiter, mais ça, je pense que tous mes collègues le diront. Je leur dirais surtout que c'est une bonne décision parce que aucune porte n'est fermée et maintenant la médecine évolue aussi. Et je dis ça, je dis ça pour la gériatrie, mais je dirais ça pareil si j'étais au final cardiologue. La médecine évolue et ce que vous faites aujourd'hui, vous pourrez toujours le faire évoluer pour faire autre chose demain. Et donc, si vous avez justement cette fibre du travail en équipe, cette fibre de la prise en charge quand même de la personne âgée et du vieillissement, que vous avez envie justement d'être dans une spécialité qui est dynamique parce que quoi qu'il arrive, c'est la spécialité d'avenir, hein, et ben, il ne faut pas hésiter. Et si demain, vous voulez travailler plutôt sur de la médecine en libéral, vous pourrez travailler sur la médecine en libéral. Si vous avez justement envie de vous orienter très fortement vers de la cardio-gériatrie ou vers de l'onco-gériatrie qui serait encore un peu plus spécifique qu'une prise en charge un peu plus globale, et vous pourrez le faire. Donc pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Et en tout cas, si j'ai un autre message à dire à un étudiant qui hésite, c'est qu'il vienne nous voir et qu'on en discute.